plus à plaindre que d'autres. Enfin, en tout cas, me concernant, je me sens pas plus à plaindre que les autres. Mais même si on s'expose, ben, en fait, on a tous une grande souffrance dans cette société. Et on a envie qu'elle change. On a envie probablement d'incarner ce changement et de construire quelque chose, de créer quelque chose ensemble qui nous ressemble plus et qui est plus autour du bonheur. Donc moi, en tout cas en tant qu'artiste, c'est ce que j'apporte, c'est de la musique, c'est de la joie, de la danse, de l'humour et puis parfois des émotions qui font un peu chialer. Voilà. Elle est belle, hein. C'est le 14 juillet aujourd'hui. Alors, le 14 juillet, on commémore en France ce qu'on appelle la Révolution française. Et on nous a raconté une histoire qui, hélas, n'est pas tout à fait conforme à la réalité. C'est-à-dire que on nous a raconté que le peuple s'était levé, qu'il avait pris la Bastille, et que les méchants rois, du coup, ont été guillotinés pour tout le mal qu'ils avaient fait, etc., etc. En fait, cette Révolution française a été non pas orchestrée par le peuple de France, mais par des intellectuels et des bourgeois, qui ne comprenaient plus pourquoi le pouvoir n'était pas entre les mains de ceux qui avaient l'argent. Parce que les rois, en fait, n'avaient pas beaucoup d'argent par rapport aux bourgeois de l'époque. Et donc ces bourgeois, ces gens qui commençaient à lancer les premières sociétés industrielles, à inventer les assignats, les billets de banque, la magouille bancaire, le trafic d'argent, de gens et compagnie, ces gens n'étaient pas des aristocrates, c'était des bourgeois et n'avaient pas le pouvoir, ils trouvaient ça anormal. Et donc, comme ils trouvaient ça anormal, ils sont allés prendre le pouvoir à celui qui était censé l'avoir, c'est-à-dire le roi, mais qui ne l'avait pas, plus que ça. Et ils ont pris ce pouvoir pour eux-mêmes en nous racontant la même histoire, comme quoi c'était pour le bien du peuple, etc., etc. Donc, vous savez, ce qu'on est en train de vivre, c'est une vieille histoire, très vieille histoire. Ouais, alors, il y a eu, bien sûr, parmi ces gens-là, des gens qui ont dit, qui ont écrit des choses extraordinaires sur les droits de l'homme, sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité. Et c'est vrai que, à travers ces écrits, ce qu'ils ont pu dire et écrire, on nous a raconté que tout ça s'était réalisé, en fait. Alors, c'est vrai qu'avant, il y avait une société, je dirais, féodale, où chacun avait son rôle et chacun était au service de l'autre dans son rôle. Celui qui savait cultiver la terre la cultivait, celui qui savait manier une épée défendait ceux qui cultivaient la terre, ceux qui savaient confectionner des robes le faisaient, et puis tout ce petit monde vivait en harmonie avec une distribution de rôles dans une société donnée et avait de temps en temps à affronter des envahisseurs qui venaient leur piquer leur argent, leurs femmes, etc. Ils se défendaient contre ça, et puis voilà. C'était un monde un petit peu, comment dire, c'est un monde assez équilibré, mais dans lequel la barbarie existait. Bon, jusque-là, je ne vois pas trop de différence avec le nôtre, sauf que le nôtre est quand même beaucoup plus déséquilibré. Parce que là, ce n'est pas tellement une société d'opportunité et de rôle, c'est une société où celui qui peut marcher sur la gueule de l'autre va le faire. Voilà. Et donc, simplement pour vous dire que, à travers ce qu'on nous montre et ce qu'on nous dit de notre histoire, et à travers la réalité de l'évolution des sociétés, il y a quand même un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est l'être humain. Et moi, ce que je commémore le 14 juillet, c'est la pérennité de l'humanité, avec ses défauts, ses qualités, ses perversions et sa capacité à évoluer vers le bien comme vers le mal, son droit d'arbitrer ce conflit interne qui est interne à chaque être humain. Et de dire mon espoir que cet arbitrage se fasse en faveur du bien. Hein. Non, moi je ne commémore pas la terreur, vous voyez, je ne commémore pas Miss Guillotine, je ne commémore pas Monsieur Carrier qui à Nantes n'arrivait tellement pas à tuer les gens aussi vite qu'il le voulait, qu'il les enchaînait dans des péniches et qui faisait couler la péniche avec les gens dedans et qu'après il écrivait à la convention « Aujourd'hui j'ai tué tant de personnes ».
Non, je ne commémore pas les charniers de Vendée, je ne commémore pas le massacre des enfants, des vieillards et des femmes par les bleus de l'armée, des conscrits français qui, par ailleurs, défendaient la France contre les assauts des coalisés, qui ne supportaient pas qu'un roi fût jeté de son trône par des manants. Non, je commémore la capacité de l'être humain à continuer à aimer et à rechercher le bien dans une société aussi constante dans sa propension à faire le mal. Et je pense que nous voir ici tous réunis renforce ma certitude que cela est possible. Voilà ce que je voulais dire. Il est beau, hein. Tout ça est possible à partir du moment où on est bien ancré dans ses valeurs, ça c'est sûr, mais aussi à partir du moment où on prend des risques, ou à partir du moment où on fait des choix qui sont en cohérence et en adéquation avec nos convictions. C'était donc le sujet de la papote. Ouais, j'ai discuté avec Ingrid à plusieurs reprises, avec Ingrid et son compagnon. J'en ai tout d'ailleurs à se fiancer, marié. Fiancé, son fiancé Florian. Ingrid m'a raconté quelques anecdotes sur les choix qu'elle a fait dans sa vie. Voilà, oui, j'étais surpris, très très surpris. Elle a notamment travaillé en service de radiologie. Vas-y, raconte ça. Voilà. Oui, pour celles qui ne savent pas, effectivement, avant j'étais soignante. Et oui, j'étais soignante à l'hôpital. On peut applaudir fort les soignants, justement. Et en fait, on est soignant toute une vie. On ne peut pas changer de métier, même si moi j'ai démissionné à une époque. En fait, je reste toujours soignante, parce que quand on a envie profondément de prendre soin des autres, on ne peut pas se changer. Je serai toujours la première à sauter sur une victime pour lui apporter tout mon savoir, ou tout mon bien-être, Mais quelques mots parfois suffisent pour faire du bien à quelqu'un, ou pour le guérir, ou pour l'aider à passer un mauvais moment. Et moi justement... Attendez, j'ai des petites bêtes qui me montent dessus. Moi justement, il y a une dizaine d'années, je travaillais à l'hôpital. J'étais en service de radiologie. Donc j'étais au cœur financier de l'hôpital public. Ah, je vais me mettre debout, comme ça vous me verrez mieux. Et puis comme ça, je me tiendrai mieux aussi. J'étais au cœur de l'hôpital public, de la finance en fait de l'hôpital. Parce que radiologie, il faut savoir que c'est scanner, IRM, bloc opératoire, radiothérapie, médecine nucléaire. Et ça rapporte énormément d'argent à l'hôpital. Et il y a 15 ans, donc juste avant de choisir, de dire est-ce que je travaille à l'hôpital public ou dans le privé, j'avais choisi l'hôpital public, même si c'était moins payé, mais je voulais avoir les moyens, j'étais un peu naïve hein, il y a 15 ans, je voulais avoir les moyens de soigner correctement les gens et d'être là pour justement ceux qui n'avaient rien et qui arrivaient à l'hôpital. Puis je me suis aperçue avec les années qu'ils ont commencé à nous diviser, mais nous au sens vraiment propre du terme, ils nous ont divisés, ils nous ont changé de service. C'est-à-dire qu'avant, nous, on faisait radio, scanner, IRM, on faisait de tout, et ils nous ont divisés, ils nous ont sectorisés. Donc déjà, on ne faisait plus partie d'une équipe complète, on faisait l'équipe du scanner, l'équipe de l'IRM, l'équipe de la radio. Et déjà, ça crée des tensions, qui allait aller à quel poste, qui était le meilleur, parce que l'IRM, c'est vachement plus difficile, alors du coup, c'est le plus intelligent. Et mine de rien, ça a fait une espèce de petite hiérarchie dans notre groupe qui était très soudée. Et puis, j'ai aussi travaillé beaucoup au bloc opératoire. Et là, je ne vous cache pas que les labos, je les ai côtoyés pendant des années. Et que je sais ce qu'ils donnent à la médecine pour que la médecine utilise leurs produits. Voilà. J'en dirai pas plus parce que on sait hein, qu'ils donnent et qu'ils achètent. Donc, on ne va pas s'étendre sur le sujet, c'est inutile. Et moi, d'un côté, je voyais ça, et de l'autre côté, je voyais qu'on n'avait plus assez de personnel, qu'il manquait des postes, qu'il y avait de plus en plus de travail, qu'on pouvait désinfecter de moins en moins les tables d'opération, qu'on pouvait... Ah oui,
Enfin, en tout cas, on laissait pas le temps de séchage nécessaire. On rentrait dans le bloc opératoire, c'était trempé, on glissait, on tombait, et puis on rentrait les gens comme ça. Et puis on disait, vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien se passer. C'est dur, pareil, j'en ai des frissons parce que j'ai fait un vrai burn-out de cette situation. Je ne supportais plus d'être à ce poste qui était censé aider les gens et en prendre soin. Et en fait, je me disais, mais en fait, je suis complice d'une maltraitance. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça ne veut pas dire que les soignants sont tous complices, parce qu'en fait, si nous, on œuvre personnellement et individuellement pour le bonheur et le bien-être des gens, on y arrive individuellement. Mais quand on fait partie d'un grand tout qui massacre le système de soins et qui massacre le patient, le consentement. Moi, j'en pouvais plus. Enfin, je demandais même plus le consentement aux patients, quoi. J'ai eu mes évaluations pour pouvoir être diplômée là-dessus, en plus, quoi. On nous fait rabâcher, répéter le consentement, le machin, le truc, et puis après, on met les gens sur des tables, on les met. Ah, la petite mamichette, ah non, je veux pas, machin, c'est rien, madame, ça va bien se passer. On ferme la porte, on fait l'examen. Et voilà. Donc du coup, j'ai pas supporté, puis j'ai fini par faire un gros burn-out. Et puis mon corps m'a arrêté parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, mais je suis un peu tenace. Je lâche pas facilement. Ah bon? Ouais. Alors j'ai une espèce d'auto-hypnose personnelle. Quand je me conditionne pour aller au bout des choses, je ne sais pas faire marche arrière. Et là, par contre, mon corps, lui, il a dit stop. C'est-à-dire que moi, je m'étais persuadée que c'était ça ma vie, c'était ça mon futur, le Pays Basque, l'hôpital, un CDI. Franchement, c'était la vie de rêve, quoi. Vraiment génial, top. Je chantais comme ça en amateur, j'étais contente. Et puis jusqu'au moment où ça tournait au cauchemar et je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à comprendre. Et puis mon corps, en fait, il a explosé, c'est-à-dire que j'ai un genou qui a pété. Donc là, mais vraiment, hein, j'ai une rotule qui a luxation de rotule, voilà, le genou. Et le refus de plier sous l'autorité. Voilà. J'ai un peu mal à l'autre en ce moment. Vrai de vrai, j'espère que tu vas pas lâcher. Ce serait bien la bonne période. Pas ce soir, pas ce soir. Non, je le ménage, je me dis tout va bien se passer. Voilà, j'en ai déjà un, je veux pas me retrouver. Donc 2 ans d'arrêt maladie, 3 opérations, un vrai truc, comme un sportif de haut niveau qui s'explose une rotule, sauf que moi j'étais juste tranquille et qu'elle est sortie toute seule comme une grande. Donc quand il arrive quelque chose comme ça et que vous restez 2 ans stoppé dans une vie, surtout à 27 ans, moi je faisais du sport tous les jours, je faisais des trucs, voilà, j'étais très très active et je me suis retrouvée figée, collée chez moi, rien pouvoir faire, rien pouvoir faire, enfin je voyais pas en tout cas ce que je pouvais faire dans cet état-là. Et puis finalement, ça a été une espèce de voyage intérieur, de travail intérieur, de se dire que toute cette prise de conscience, elle est venue pendant 2 ans. Il m'a fallu 1 an et demi, 2 ans pour comprendre que je ne pouvais pas reprendre ce travail. Je me suis battue contre l'administration pour démissionner, parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Ils m'ont menacée, j'étais jeune, donc ils ont essayé de m'intimider, ils ont essayé de... Et ça n'a pas été facile, mais parce que j'étais toute seule, en plus mes collègues... comment dire? Vous savez, quand vous êtes en arrêt maladie, vos collègues vous en veulent. Vous êtes l'ennemi public numéro 1 en arrêt maladie et vous êtes voilà, parce que tu fais travailler les autres, il faut te remplacer. Donc ils entendaient Ingrid, mais c'était toujours pour bosser à sa place. Donc je faisais semblant, soi-disant, voilà. Et en plus comme je chantais, je faisais doublement semblant, hein, ça devait être très certainement ça. Et puis finalement j'ai été très heureuse de réussir à démissionner, réussir à quitter ce marasme et partir de cet endroit qui ne correspondait pas du tout à mes valeurs humaines. Et aujourd'hui, alors je sais, j'ai bien chialé à l'époque parce que c'était hyper difficile de quitter un CDI, j'avais un prêt immobilier, j'avais vraiment enclenché la vie américaine, quoi. J'ai tout vendu, j'ai tout rendu, j'ai tout quitté, je suis repartie à zéro. Et une fois que j'ai réussi à tout remettre à zéro, plus ou moins, je me suis dit... comme après un burn-out, on est tout vide, on est tout bouffé de l'intérieur, il n'y a plus rien qui nous donne envie, en fait. Il me restait un truc qui me faisait envie. C'était de chanter. C'était de faire de la musique, c'était de faire du spectacle. Il me restait que ça. Et du coup, j'ai eu envie de partir à Paris. Parce que voilà, c'est comme ça, quand on a un rêve artistique, on a envie de partir à Paris. Et j'ai pris des cours de chant, de danse, de théâtre.
Et je me suis encore un peu battue, parce qu'il a fallu que l'hôpital me paye mon chômage. Et oui, parce que vous savez, moi j'aime bien trouver les petites failles. Donc sachez-le, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes fonctionnaire, vous êtes en CDI, vous êtes